Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. La prévention et lutte contre l'épidémie du coronavirus, entre autres mesures prises par plusieurs États africains, la fermeture des frontières. C'est le cas du Togo voisin. Conséquence de cette décision. Cette décision impacte négativement les activités et la circulation à la frontière Bénin-Togo à Hila-Kandji. 22 mars 2020, Journée mondiale de l'eau. Thème retenu pour cette édition, l'eau et les changements climatiques. Edia Flavien Devenou est spécialiste en management environnemental et qualité des eaux. Nous l'avons interrogé sur les enjeux d'une telle journée. Et puis, notre page magazine de ce dimanche nous conduit dans la cité historique d'Abomey à la découverte de l'hôtel portatif Ouman Sacré, objet de vénération des défunts dans la culture fon. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur le www.canal3télévision.com. L'expansion à grande échelle de l'épidémie du coronavirus amène plusieurs États à prendre des mesures pour se prémunir ou protéger sa population. Parmi les pays africains à fermer leurs frontières, on compte désormais le Togo. Une décision prise et mise en exécution par les autorités togolaises. Celle-ci impacte négativement les activités et la circulation à la frontière Bénin-Togo de Hila-Kandji. Constat fait ce samedi avec Geoffroy Messan et Florent Dohou, nos envoyés spéciaux sur le terrain. Les frontières terrestres du Togo sont depuis ce vendredi minuit fermées aux voyageurs et autres passants. Cette file d'attente de moyens de transport en commun et de voyageurs, sans cesse grandissante, observée cette journée, du samedi à Hila-Kandji, en est la résultante. On ne sait pas exactement pourquoi nous sommes bloqués ici, mais selon ce qui se dit, il y a eu fermeture des frontières au niveau du Togo à cause de la maladie qui sévit un peu partout actuellement. Après l'Asie, l'Amérique et l'Europe, c'est au tour de l'Afrique de voir certains de ces pays fermer leurs frontières afin de se prémunir contre les ravages du coronavirus sur leur sol. Ici à Hila-Kandji, ville frontalière entre le Bénin et le Togo, le trafic est à l'arrêt et les activités économiques sont pour l'heure au ralenti. Depuis 4 heures, on est ici. On est arrivé ici, on dit on ne peut pas ouvrir la porte pour passer là. On dit il y a quoi? On dit on va attendre. On attend, c'est ça qui allait là. Du coup, nos camions, nos voitures ici là, on n'a pas rien mangé, on n'a pas douché, on n'a rien. Il y a beaucoup de gens dans la voiture là, ils n'ont pas de l'argent dans son poche comme ça. On ne sait pas comment on va faire maintenant. Je suis ici avec au moins depuis 13 à 14 heures et on a fermé la frontière. Et ici, j'étais demandé comment on va faire de traverser. On n'a même rien dit. Je sais ce qui s'est passé et je suis ici jusqu'à présent. Les plus à plaindre dans cette nouvelle donne, ce sont des voyageurs de plusieurs nationalités de la sous-région, environ 1 millier, dont des Béninois, qui jusqu'à notre départ, dans la nuit tardive d'Hila-Kandji, étaient bloqués dans le no man's land entre les deux pays. Le Togo, malgré sa décision de fermeture de ses frontières terrestres, les ayant laissés sortir de son territoire ce samedi aux environs de 8 heures. Un afflux massif et brusque de voyageurs que le Bénin a stoppé à l'entrée de son territoire. Effectivement, si cela ça peut aller comme ça, au moins il faut laisser ceux du Togo, ils vont rentrer, et ceux du Bénin, ils vont rentrer. Maintenant, ceux du passager, qui sont comme ceux qui veulent voyager, eux, on va les regagner dans leur pays. Il faut laisser les voyageurs circuler. Si parmi eux, il y a des personnes infectées, les bloquer ici va aggraver la situation. I'm coming from Lagos. Je viens de Lagos et je vais au Ghana. Voilà que tout est bloqué ici, alors que j'ai des urgences familiales au Ghana. Que l'État nous aide à travers l'ouverture des frontières. They should do something as soon as possible for us. Yes. My own opinion, Là où nous sommes actuellement, nous sommes très exposés à l'épidémie. Nous sommes nombreux ici et il n'y a aucune mesure de sécurité sanitaire. to curtail it. That's what I think. Selon nos informations, des tractations sont en cours entre des responsables des deux États voisins pour une issue heureuse et concertée de cette crise liée à l'avancée de l'épidémie du coronavirus.
L'avait constaté, les voyageurs en provenance du Bénin ce samedi ont été surpris par cette décision de fermeture de la frontière du côté Togo. Mais très vite, les autorités béninoises ont réagi en faisant conduire à Agoué et dans un hôtel de la place les voyageurs béninois. Les autres voyageurs sous escorte ont été conduits vers les frontières de leur pays de destination. À Boïcon, plusieurs responsables d'établissements accueillant du public ont pris des mesures, parmi lesquelles la mise en place du dispositif de lavage des mains, l'acquisition des masques et des gants, un tour dans les hôtels, bars, restaurants, pharmacies, supermarchés, écoles ou mosquées de Boïcon. Ce tour a donc permis à notre équipe du bureau régional de Boïcon de constater une prise de conscience progressive du danger de cette maladie. Le réveil semble lent, mais il est progressif. Face à la pandémie du coronavirus et 72 heures après l'annonce des dispositions prises par le gouvernement, plusieurs établissements recevant du public dans la ville de Boïcon mettent tout doucement en place des mesures d'hygiène et de protection de leurs usagers. Si pour certains, l'heure est au conciliabule pour acquérir le nécessaire, d'autres par contre disposent déjà des premiers instruments de protection. Certains hôtels, bars, restaurants et écoles ont adopté le lavage systématique des mains et doté leur personnel de masques et de gants. Vous voyez déjà le dispositif qui est en face de l'entrée du restaurant, même au niveau de l'accueil aussi. On a aussi des gants, des cache-nez que le personnel utilise. Sinon, on avait des activités qui ont été reportées, annulées pour une date ultérieure. Depuis l'avènement de Covid-19, nous avons mis la récréation à 10 heures. Donc à partir de 10 heures, tous les apprenants sortent, se lavent les mains avant d'aller au niveau des vendeuses pour manger et revenir. Normalement, il devait avoir assez de cuvettes pour permettre à tous les apprenants de le faire rapidement en 5-10 minutes. Et dans la file, déjà que ça fait qu'on est obligé de limiter ça au strict minimum. À la mosquée centrale de Boïcon, la grande prière du vendredi a connu comme d'habitude un rassemblement important de fidèles. La distance de sécurité sanitaire d'1 mètre n'est pas respectée. Cependant, après l'ablution et avant d'accéder à l'intérieur de la mosquée, les fidèles se désinfectent les mains à l'aide de solutions hydroalcoolisées. Conformément à ce que l'État a pris comme les dispositions, comme les recommandations, l'Union islamique encore a pris des recommandations en attendant, au lieu de fermer les mosquées, d'essayer de prendre beaucoup de précautions. Et les sermons, il faut que ça soit très court. La prière même, il faut que ça soit très court. Avant, par exemple, nous ouvrons la mosquée depuis midi. Mais cette fois-là, à 13h30 qu'on a ouvert, on a fini notre prière à 14h. La demande d'acquisition de gel, masques et gants s'est fortement accrue. Dans l'espace de 48 heures, les stocks disponibles dans les pharmacies et supermarchés sont épuisés. Les gels et les masques là, on a un stock quand même qui finit d'être épuisé quand même. Maintenant, on a lancé la commande, pas encore disponible. Au départ, un truc que les gens ont pris à 1500, actuellement, les gens vendent déjà à 2000 francs, voire même 2500. La population villageoise, non. Jusque-là, on a remarqué que non, ils ne viennent pas. C'est les lettrés, ceux qui sont dans des sociétés, les fonctionnaires, bon, ce sont ceux-là qui viennent. Quoique timide, la sensibilisation pour se prémunir contre le coronavirus semble être en marche dans le centre Bénin. Pour prévenir la propagation du Covid-19, les citoyens de la ville de Boïcon s'appliquent à respecter les consignes données. Outre le respect des règles d'hygiène et d'autres recommandations à observer, ils apprécient également la promptitude avec laquelle les autorités ont réagi face à cette pandémie. On les écoute à nouveau au micro de Imet Elena Ossou. Je viens d'apprendre que le coronavirus, là, que c'est une maladie très grave, dangereuse. On a trouvé à peu près 2 personnes au Bénin ici. Pour manger, je lave proprement mes mains et après ça, c'est que pour saluer, même je ne salue plus des gens comme ça. Hein. Même s'il y a 2 ou 3 personnes, je sais comment gérer, me séparer un peu d'eux pour ne pas attaquer de cette maladie. Le coronavirus est une maladie grave. Ça tue beaucoup de personnes. Notre directrice nous a dit, avant de partir à la récréation, on doit laver les mains. Et si on revient, on va encore laver les mains.
J'ai constaté que le lave n'est pas placé à l'entrée des structures de la ville de Boycon. On ne prend pas l'importance à ce qu'on nous dit, les conseils qu'on nous donne là. On ne serait pas épargné du virus. Déjà qu'on dit lavez-vous les mains après toute action, éternuer entre les aisselles du bras. Le gouvernement ne fait que dire ce qu'il doit dire. Novichero Benin Manjileo et la Tekon. Mi meoni miton. Mi meoni miton. Mi makajo solabito pour clanwe. Pour donner sikenko. Wosozo mi nodu. Mi kanyadu mi nokulalo. Nous mettons les bicuits sous non noeme. Coronavirus et na guérewe. Manifestement, le mal existe. Il est clair que prévenir vaut mieux que guérir. Je suis heureux que mon gouvernement ait pris des dimensions de la chose. Puissions-nous observer les recommandations du gouvernement, à savoir se laver les mains, éviter les contacts, tout ça là. Mais ça perturbe un peu l'africanité. Le coronavirus vient de tuer les gens depuis à l'extérieur. Comme nous les Africains aussi, on a appris que cette maladie-là est en train de venir envers nous. Notre président a pris cette proposition et nous-mêmes, on le suit. Il y a les liquides qu'on peut utiliser. Voilà, je vous l'annonçais en titre, plusieurs pays africains ont décidé de fermer leurs frontières pour lutter contre la propagation de la maladie. C'est le cas également au niveau du Burkina Faso qui a fermé sa frontière avec le Bénin. Le préfet de l'Atakora est allé constater cette situation de fermeture au niveau de Porga. Plus de trafic routier à Porga, frontière Bénin-Burkina Faso, du fait de la fermeture de la frontière du côté burkinabé. En effet, depuis l'apparition des premiers cas du Covid-19 au pays des hommes intègres, son gouvernement a décidé de fermer ses frontières terrestres pour riposter systématiquement contre ce mal. Conséquence, tout véhicule en provenance du Bénin ne peut franchir les frontières du Burkina Faso et vice-versa. À Porga, ce samedi, de longs fils de véhicules jonchent la voie inter-État Cotonou-Ouaga. Et à la gare routière, c'est la désolation totale. La situation par rapport à la fermeture des frontières, c'est un problème, un véritable problème pour nous, dans la mesure où nous constatons d'énormes dégâts sur nos économies. Et depuis 3 jours, nous n'avons plus accès à ce pays-là, le Burkina. Et c'est ce qui faisait notre pain de la journée, sans être avec nous, ce que nos familles peuvent endurer, ce que nous endurons, ce que les véhicules aussi endurent. Donc c'est un manque à gagner véritable que nous sommes en train de constater là. Mais c'est un manque à gagner provisoire, c'est temporaire. D'ici quelques semaines, ça reviendra encore à la normale, que de perdre des vies humaines qui ne mèneront plus jamais leurs activités. Vaut mieux rester ça comme ça pour 1-2 semaines et puis après on va reprendre, c'est très bien. Au Bénin, depuis l'avènement de cette crise sanitaire, le transport de marchandises est autorisé. Celui des passagers en provenance des pays à risque est strictement interdit. Mais malgré cette disposition, certaines compagnies de transport en commun franchissent nos frontières, comme c'est le cas dans la nuit du jeudi au vendredi où un bus en provenance de Ouaga a été intercepté par les forces de l'ordre à Porga. À son bord, 29 passagers béninois actuellement mis en quarantaine dans un hôtel de Natitengo. Dans la nuit du samedi au dimanche, la liste s'est allongée avec 26 autres béninois en provenance du Burkina Faso, examinés et mis en quarantaine dans un hôtel de Natitengo et ce conformément aux dispositions préventives prises par le gouvernement béninois contre le Covid-19. Comme le bus était déjà à la frontière, nous avons dû faire un peu le tri et en voyant ceux qui justifiaient un peu la nécessité de passer, et notamment ceux de nos frères qui étaient au Burkina, les frères étudiants, les étudiants et autres, auxquels on s'attendait. Donc dans ce tri, nous avons pu constater quand même qu'il y avait 29 qui avaient une justification qui pouvait prouver la nécessité de leur passage. Donc conformément au Conseil des ministres, nous avons dû accepter donc, que ces 29 passent. Alors la deuxième décision, justement, quand les gens passent, c'est qu'il faut les mettre directement en quarantaine. Pour constater la mise en application effective des mesures prises par l'État béninois pour prévenir la propagation de ce mal, l'autorité préfectorale a effectué ce samedi une descente au poste juxtaposé de contrôle de Porga.
Ici, les règles d'hygiène sont respectées à la lettre et tout passant doit systématiquement se laver les mains à l'eau et au savon sous la supervision d'une équipe médicale mise en place par la DDS à Takora. Ma descente fait suite d'abord aux décisions prises au Conseil des ministres, mais également et surtout suite à la réunion du comité départemental de lutte contre les risques sanitaires et les catastrophes. En effet, cette réunion tenue hier a visé à appliquer strictement ce que le Conseil des ministres a décidé. Nous avons à cet effet donc visé d'abord à comprendre et à opérationnaliser tout ce qui pouvait l'être, puisque le message du gouvernement est clair. Ainsi, il a été recommandé effectivement que nous descendions aujourd'hui, nos responsables, pour vraiment encore repréciser le message à toute l'équipe qui est ici. Cette rigueur observée au niveau de nos frontières doit être maintenue pour éviter le pire. Ce dimanche 22 mars a été choisi par la communauté internationale comme la journée mondiale de l'eau. Une journée instituée pour sensibiliser les populations sur l'importance de l'eau douce et la nécessité pour les gouvernants de mettre en œuvre des politiques nationales pour faciliter l'accès à l'eau salubre aux populations. Thème retenu pour cette édition, l'eau et les changements climatiques. Et pour mieux comprendre les enjeux de cette journée, nous nous sommes rapprochés du docteur Edia Flavien Devenou. Il est spécialiste en management environnemental et qualité des eaux. L'objectif qui est visé en célébrant la journée mondiale de l'eau, c'est d'attirer l'attention de la communauté internationale sur l'importance de l'eau et aussi de promouvoir la gestion durable de la ressource eau à l'échelle planétaire. Le thème eau et changement climatique est important, tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous savons les effets pervers des changements climatiques qui se manifestent à travers les inondations, à travers les sécheresses, à travers la pollution des eaux de façon générale. Et nous estimons que si rien n'est fait, ces manifestations auront un impact négatif sur le cycle de l'eau, parce que trop de sécheresse n'arrange pas le cycle de l'eau. Et lorsque le cycle de l'eau va arriver à s'arrêter, il y aura un problème sérieux. Nous ne pourrons pas avoir de l'eau, ni de l'eau douce, ni de l'eau saumâtre, et sans eau, il n'y a pas de vie. D'où l'importance de parvenir à établir le lien, le pont entre l'eau et les changements climatiques. La pertinence de ce thème se justifie par un certain nombre de chiffres. Aujourd'hui, par exemple, une personne sur 3, soit 2,2 milliards d'êtres humains, n'a pas de l'eau potable sur la Terre. Nous constatons que d'ici 2050, jusqu'à 5,7 milliards, n'est-ce pas, de personnes pourraient vivre dans des zones en pénurie d'eau, au moins un mois sur toute l'année. Nous constatons aussi que les phénomènes météorologiques extrêmes ont causé plus de 90% des catastrophes que nous avons enregistrées pendant la dernière décennie. Et des analyses, des projections ont révélé que d'ici 2040, la demande mondiale d'énergie devrait augmenter, n'est-ce pas, de plus de 25% et la demande d'eau devrait augmenter de plus de 50%. Tout ça là nous amène à prendre au sérieux le problème, n'est-ce pas, de l'importance de la bonne gestion des ressources en eau dans le contexte des changements climatiques. Les changements climatiques sont une réalité. Et aujourd'hui, avec un climat changeant, il y aura d'autres inondations qui vont arriver. Nous allons assister à des sécheresses pervers. Et le réchauffement du climat impacte négativement le cycle de l'eau. Plus il fait chaud, plus le cycle de l'eau est menacé. Et vous savez que lorsque le cycle de l'eau est menacé, c'est la vie qui est ainsi menacée. Tous les partis politiques ayant reçu leur récépissé provisoire étaient à la Sénat ce samedi 29 mars sur convocation de l'institution.
Au menu des échanges, les notifications des différentes remarques et observations relatives aux listes de candidatures déposées par les 8 partis pour participer aux élections communales et municipales. Chacun des 8 partis dispose désormais de 72 heures ouvrables pour se mettre à jour conformément au test du code électoral. Notre équipe de reportage a pu recueillir les impressions de quelques représentants et leaders de partis politiques présents à la Sénat. Ils sont tous sereins et espèrent passer le cap du récépissé définitif. Après la vérification de complétude des dossiers, il est de bon temps aujourd'hui que la Sénat nous notifie quant à l'étude au fond des dossiers. Donc c'est ça qu'on est venu aujourd'hui savoir, quels sont nos reproches et quels sont nos avons à corriger sous 72 heures. Donc nous venons de recevoir tous les 8 partis qui sont arrivés, ont reçu chacun et les incriminations, les observations à corriger avant 72 heures. Nous avons quelques observations de la Sénat que nous allons corriger, des observations qu'on avait déjà eues en ce qui concerne l'étude de complétude. Et dans le fond, nous avons 2 petites observations auxquelles nous allons répondre rapidement. Et peut-être après, avant même le jeudi prochain, nous reviendrons vers la Sénat donc pour la petite correction qui nous est demandée. Ce sont de nouvelles observations. Comme vous le voyez, le document n'est pas volumineux et je pense que l'intérieur aussi devait permettre qu'on puisse faire face. Et pour le moment, comme je n'ai pas pris et je n'ai pas fait lecture de ce qui a été notifié, je ne peux rien dire, mais j'espère que tout devait aller bien parce que nous allons travailler d'arrache-pied et respecter selon la loi les 72 heures. Le délai, il est légal, les 72 heures, et donc nous serons au rendez-vous. Il n'y a pas de... On n'est pas aussi... c'est vrai qu'on n'a pas encore pris suffisamment connaissance de ces notifications, mais nous ne serons pas totalement non plus surpris pour celles que nous savons. Bon, maintenant, s'il y a d'autres choses, on verra bien comment réagir à tout ça. Et puis la Sénat s'est portée entièrement disposée aussi à ce qu'on échange au fur et à mesure. Donc s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, c'est que déjà dès demain, nous pouvons encore revenir chercher à savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu ça, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu ça. On avait 985 observations et déjà avant de venir ce soir, nous sommes presque à jour. Il ne nous reste que 15 cas sur les 985. Mais là, nous venons encore de recevoir quelques cas de doublons que nous allons corriger et je crois que ça ne posera aucun problème. Nous n'avons pas beaucoup de dossiers à refaire. Il y a peut-être de nouveaux cas de doublons que nous allons essayer de revoir avec le dossier que la Sénat vient de nous remettre. Et nous sommes heureux également de constater que les commissaires sont disponibles à tout moment pour des cas de situations peut-être qui ont besoin de plus d'explications, que nous pouvons revenir ici à la Sénat. Nous en avons jusqu'au jeudi. Après-midi pour déposer et nous croyons que nous serons dans le délai. Puis voilà, à présent, notre page magazine, communément appelée Assin, on le retrouve dans toutes les familles d'Abomey. L'objet est un instrument de vénération des défunts. Sa conception et son maniement, et puis tout le rituel qui l'entoure, relève d'un art essentiellement réservé aux initiés. C'est un document qui nous renseigne davantage sur l'importance de cet objet dans les familles et dans la cité historique d'Abomey. Le magazine est signé Imetele Namoussou. Loin d'être le fruit du génie artistique des concepteurs, l'objet est sacré. C'est un assemblage de fer et de tôle en forme de parasol orné parfois de figurines, communément appelé Assin. L'hôtel portatif Ouman est au centre d'une relation entre les vivants et les morts dans la culture fon. L'histoire raconte que ses origines remontent au temps jadis. Dans le Dahomey, il y a certaines manières de faire les offrandes en mémoire des membres des ancêtres. L'homme de son vivant mange dans une ou bien dans des calebasses ouvertes. Mais décédé, les offrandes sont faites à son esprit, calebasses fermées. Et c'est pourquoi, d'une manière ou d'une autre, on appelle cela Horuka ou tantôt Sinuka. À l'avènement de nos frères Nago qui ne veulent pas se départir de leur manière de faire, appellent l'hôtel Ossan, qui signifie ce que l'on respecte. À Abomey, il en existe dans toutes les familles. En effet,
Tout défunt, quel que soit son âge et les conditions de son décès, a droit à l'érection d'un autel portatif. L'objet est le signe de l'intégration au monde des ancêtres. Aujourd'hui, à Abomey, lorsque vous êtes prince ou princesse, vous décédez automatiquement, jusqu'à la fin de la cérémonie, on doit pouvoir aller jusqu'à cette étape-là pour vous représenter par cet autel-là. Parce qu'en réalité, lorsqu'on dit chez nous que les morts ne sont pas morts, c'est l'exemple palpable. L'autel portatif, qu'on appelle communément assin ou sinuka dans notre langue fon, est un instrument construit en métallique qui symbolise nos parents défunts. Dans ces autels, on se dit que c'est là où repose leur esprit. Et quand nous voyons ces sinukas-là, nous disons qu'ils sont toujours là, au milieu de nous. À travers ce sinuka, c'est là où je vais leur donner à manger. L'autel portatif ne vise pas à décrire le caractère de la personne décédée. Il permet par contre de l'invoquer, de la rendre présente dans et dès l'instant où elle est invoquée. Il incarne l'esprit des morts et de ce fait vénéré comme tel. Le culte périodique à lui voué facilite selon la croyance de ce peuple le contact avec le monde invisible des esprits. Il est matérialisé dans une case dédiée aux ancêtres. Les autels portatifs sont mis en terre par ordre de préséance. On ne construit pas l'autel comme on veut. C'est suivant ce que tu représentes dans la famille. C'est suivant les consignes données par tes ancêtres. Les enfants, les petits-enfants, les arrière-enfants ne doivent pas avoir des autels plus grands que leur grand-père ou bien plus grands que le chef de la collectivité qui est décédé. Chaque année, il y a des cérémonies que nous faisons qu'on appelle libation. Et c'est à travers cette cérémonie qu'on fait appel à ces morts-là pour pouvoir venir prier, veiller sur la suite de la famille. On organise avec ceux qui sont déjà initiés à cette cérémonie-là. Ne vient pas ici qui veut. Ne fait pas cette cérémonie-là qui veut. Et quand on dit à manger, c'est pour permettre à ceux-là qui ne sont plus avec nous de ne pas réclamer, dans l'ancien temps on parlait des humains, de ne pas réclamer des choses plus grandes que cela. Parce qu'à des moments donnés, lorsque vous ne vénérez pas vos ancêtres, il y a d'autres sacrifices que vous avez fait dans la famille. Et là, ça devient plus dangereux. Lors des cérémonies d'hommage aux ancêtres, les officiants, principalement la taïnon, la prêtresse de la famille, est chargée des prières et des offrandes. Elle fait des libations d'eau et autres. La conception, le maniement et tout le rituel autour de l'autel portatif appellent à une dextérité ainsi qu'une maîtrise. Il y a des gens, il y a des spécialistes, des familles, on dit, qui font ces genres de sinuka. Donc, quand tu vas chez eux, tu leur demandes qu'ils te confectionnent un autel portatif. Et là, maintenant, c'est à toi de leur dire exactement ce que tu veux qu'ils mettent. Peut-être tu peux faire un résumé d'une petite histoire. Et à travers l'histoire que tu vas leur donner, ils vont te proposer que, bon, voilà, nous te proposons tel symbole que tu pourras mettre sur cet autel portatif-là. Comme il n'est plus ici, on fait l'image de la croix là. Après, on fait un pied pour lui montrer que en marchant, en évoluant les affaires de ses enfants, après ça, on fait quelque chose comme la joie. C'est quelque chose du genre d'acte comme ça. Là. Toujours pour montrer que tant que les enfants se déplacent, les activités évoluent. Le jour où il est mort ou le jour où il y a la cérémonie là, ça devait être fait en joie. C'est pourquoi on fait la joie là. Après la joie, on fait l'arc-en-ciel. Enfant, on appelle ça Agni. Le nom, son nom ne disparaîtra jamais sur cette terre. Après, on fait le bananier, suivi d'un petit bananier. C'est toujours pour dire que quelque passe en ando vito. S'il ne paie pas, l'enfant rejoint. C'est ça. Ou si on ne parvient pas à faire ça, on fait un oiseau sur un blé. Le blé comme l'arbre, le truc là. Ça signifie que même s'il reste un enfant que sa joie devait être manifestée à tout moment où la cérémonie aura lieu. Ça veut dire enfant, petit non pour le côté non jalime. Et le premier pour Emina Jawani. C'est dans le temple. On ne sait jamais si un membre de la famille fait coucher les trucs là.
ça veut dire qu'il y a un problème pour les chefs de la collectivité. C'est pourquoi tous ces trucs sont toujours maintenus debout dans les temples. Les autels portatifs, il en existe sous plusieurs formes. Les plus célèbres sont ceux qui sont dédiés aux anciens rois de Dahomey. On peut retrouver un certain nombre au musée d'histoire d'Abomey. Ces derniers diffèrent de ceux des communs parce que les artisans de la cour royale utilisent parfois pour les réaliser autres matériaux que le fer. Les autels portatifs rappellent le passage inévitable de tous dans le monde de l'au-delà. Dans d'autres cultures, il existe d'autres façons de vénérer les morts. Les egungun en milieu yoruba, par exemple, permettent de communiquer avec les morts. D'une culture à l'autre, existe donc un lien qui maintient en harmonie les vivants et les morts. Voilà, c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Canal 3.